Salut à tous, c'est Hunter404 et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Zone 404, qui est une chaîne qui traitera majoritairement de reviews de mangas, de séries et de films en tout genre. Alors je voulais marquer un petit peu le coup pour ce premier épisode de cette chaîne par une série qui vient tout juste d'arriver sur Amazon Prime depuis le 2 septembre. Il s'agit d'une série extrêmement attendue par le public et également par moi-même, étant donné que je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux et de tout le lore de Tolkien. Et donc, on va parler pour ce premier épisode 1 de la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors je tiens à préciser une chose importante par rapport à cette série. Je suis fan de l'univers, mais je ne suis clairement pas un fan hardcore, dans le sens où, évidemment, j'ai lu le Silmarillion et les œuvres de Tolkien, mais je ne me rappelle pas forcément de tout, étant donné que je ne l'ai lu qu'une fois, donc il y a potentiellement beaucoup de détails qui pourront éventuellement m'échapper, comme à chacun, dans les épisodes qui vont venir, et également celui-là. Donc n'hésitez pas en commentaire à reprendre potentiellement une erreur ou quelque chose que l'on n'aurait pas vu dans les épisodes. Pour que cette review ne soit pas trop décousue, je vous propose en fait de faire par thème entre guillemets une petite analyse assez succincte, à savoir de commencer par la fidélité du lore et les petites incohérences qu'on peut trouver dans la série dans le premier épisode, parce que vous allez voir, oui, il y en a déjà quelques incohérences. Ensuite, de faire un rapide tour autour des personnages, ce qui me paraît quand même assez important, étant donné qu'on attendait beaucoup de choses de la part de personnages comme Galadriel ou comme Elrond. Ensuite, de directement partir sur voilà, l'intrigue globale qui peut véhiculer, on va dire, dans ce premier épisode. Et enfin, de faire un petit tour autour de la réalisation et de la conclusion. Est-ce que cet épisode est une masterclass? Est-ce qu'il est complètement raté? Ou est-ce que potentiellement il y a des choses à faire? Dans tous les cas, on va essayer de voir ça dès maintenant. Par rapport au premier point, donc, la fidélité au lore de Tolkien et, on va dire, au Silmarillion de manière générale, à tous les récits et contes inachevés, et les incohérences par rapport au lore de Tolkien. Alors, il faut savoir que quand j'ai regardé cet épisode, du coup, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai été, entre guillemets, bon, agréablement surpris de voir, même si ce n'est qu'une courte image, une image de Sauron, mais pas d'image de Melkor, du coup, donc autrement appelé Morgoth par les elfes, et même d'Ungoliant, alors qu'on voit clairement au début de la série, au tout début, une sorte de prologue, si vous voulez, où en fait on voit la chute des arbres de Valinor, donc Telperion et Lorelin, et au passage, voilà, on aurait aimé en voir un petit peu plus, mais de ce que j'ai compris, la série n'a pas forcément disposé de tous les droits possibles pour voilà, adapter cette œuvre. Donc ça peut sembler entre guillemets normal que dans le prologue éventuellement, ils couvrent une période qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser dans la série. Donc un petit peu déçu tout de même de ne pas voir Melkor ou Ungoliant, surtout par rapport à la chute des arbres de Valinor, étant donné qu'ils en sont les principaux, on va dire, protagonistes ou plutôt antagonistes. Par contre, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand on voit Sauron un bref instant, théoriquement, à cette période-là, quand on voit Sauron, il est censé encore avoir apparence humaine, étant donné que les événements sur l'île de Numénor n'ont pas encore eu lieu, à part si je me trompe. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'on le voit déjà sous l'apparence d'une sorte de chevalier noir, entre guillemets, alors que, de mémoire, il me semble que dans le Silmarillion, il est précisé qu'il n'adopte cette apparence de chevalier noir que après avoir subi de lourds dégâts, je crois, suite à l'engloutissement de l'île de Numénor et à la destruction de l'île. Donc, est-ce que c'est une incohérence? Est-ce que je me trompe par là? Peut-être peut-être ou peut-être pas. En tout cas, j'ai été assez surpris, voilà, on va dire, de ce prologue un petit peu pauvre, entre guillemets, en images. Donc, c'est pas très grave, mais ça fait, voilà, ça embête un petit peu, entre guillemets, on aurait vraiment aimé en voir un petit peu plus, on va dire. Pour ma part, vraiment, les deux arbres, Telperion et Lorelin, qu'on voit au début, je sais pas vous, mais je les ai trouvés un petit peu, on va dire un petit peu assez petits, assez malingres même, parce que quand on lit les écrits de Tolkien avec toute la description qui va avec, vraiment les deux arbres, Telperion et Lorelin, on les imagine absolument immenses, étant donné qu'ils sont censés éclairer littéralement le monde.
Donc vraiment, j'ai eu un petit aperçu où je me suis dit, ah, ils sont pas si grands que ça, quoi. Ils ont l'air un peu pauvres, entre guillemets. Bon, c'est que mon avis, mais bon, voilà, je me faisais peut-être une autre idée des arbres. Je me disais, voilà, ils représentaient quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus grand. Et c'est vrai que pour finir un petit peu sur ce prologue, euh, cette intro est assez courte, entre guillemets. Mais effectivement, comme on a dit, c'est probablement dû à des problèmes de droit d'auteur. Ils peuvent pas effectivement faire tout ce qu'ils ont envie. Et dernière petite chose aussi, par rapport aux incohérences entre guillemets concernant le lore de Tolkien, il y a un détail que j'ai trouvé assez curieux, c'est que comme beaucoup de personnes, la dernière scène qu'on voit, donc avec cette espèce de météore qui tombe à côté de l'habitat des hobbits, du coup des pieds velus, avec ce drôle de personnage au centre du cratère. Alors, évidemment, comme beaucoup ont suspecté, entre guillemets, que ça pourrait être soit Gandalf, soit Sauron. Beaucoup de personnes, comme moi d'ailleurs, pensent que ça pourrait s'agir de Gandalf. Mais le problème, en fait, de ça, c'est que, en fait, il y aurait une incohérence, tout simplement. Parce que, déjà, la première vraie incohérence, c'est que, de mémoire, à part si je me trompe, les hobbits n'ont commencé à être mentionnés par Tolkien que à partir environ, je crois, de 1100-1150 du troisième âge. Ce qui est entre guillemets incohérent, c'est que là, ça se passe 7000 ans avant l'anneau. Donc ça veut dire que, grosso modo, il y a une période de 5000 ans qui sépare l'arrivée au tout début des hobbits, des premiers hobbits, et cette période. Donc on se dit, qu'est-ce que les pieds velus, ils foutent dans cette série. Théoriquement, ils sont pas encore censés exister. Sachant qu'en plus, si il s'agit de Gandalf, qui est arrivé dans cette espèce de météorite, ce qui est incohérent, c'est que Gandalf est arrivé en Terre de Milieu, je crois, en l'an 1000 du troisième âge, donc à peu près, théoriquement, quand les Hobbits arrivent. Donc c'est quand même assez, entre guillemets, étrange, parce que, effectivement, il y aurait une incohérence, Gandalf n'est pas censé arriver aussitôt en Terre du Milieu. C'est pour ça que, juste en partant on va dire, du postulat de ce premier épisode, il y a un moment, je me suis demandé, est-ce que, entre guillemets, on va dire, ces images qu'on peut voir des pieds velus, ça pourrait être, ce n'est qu'une théorie, mais est-ce que cette période-là, en fait, est indépendante de ce qui se passe avec Galadriel et Elrond? À savoir, est-ce que vraiment il y a entre guillemets une aparté temporelle? Est-ce que ce qu'on voit avec les Hobbits correspond à une époque qui est complètement, on va dire, autre que celle qu'on voit avec Elrond et Galadriel? Je me suis posé la question et je me suis dit, c'est la seule solution qui pourrait, entre guillemets, convenir de cohérence pour qu'on puisse voir Gandalf et des Hobbits, on va dire, dans cette période. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la fidélité au lore de Tolkien et des incohérences. Concernant en fait les personnages, du coup, je voulais avant tout revenir sur le personnage de Galadriel qu'on peut voir du coup dans quasiment dans l'intégralité de l'épisode, parce que c'est le personnage qu'on voit le plus. Alors je sais que beaucoup de personnes n'ont pas trop adhéré au personnage de Galadriel, et voilà, n'ont pas trop aimé que ce soit le jeu d'acteur, que ce soit comment le personnage a été présenté. Moi, au risque d'avoir des personnes qui potentiellement vont me dire que voilà qu'ils sont pas d'accord avec moi, j'ai trouvé que le personnage de Galadriel était un des mieux joués entre guillemets et un des mieux représentés. Alors pourquoi? Parce que en fait, ce personnage, je trouve qu'il a été réussi pour le personnage de Galadriel, parce qu'on ressent un petit peu le côté froid qu'on ressentait à l'image de Galadriel dans la série Seigneur des Anneaux, donc les trois films. On ressent un petit côté froid et même une face un peu sombre, si vous voulez, de son personnage que on connaissait également dans le Seigneur des Anneaux, parce que si vous vous rappelez, dans le premier épisode, le premier épisode n'importe quoi, dans le premier film du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, rappelez-vous que Galadriel, on a pu voir une partie sombre de son âme, de son cœur, quand elle a montré qu'elle désirait ardemment l'anneau. Donc il y a bien un côté de toute puissance du personnage de Galadriel et un côté un peu qui peut basculer, entre guillemets. Et là, on retrouve un peu ce côté froid et ce côté sombre chez Galadriel qui a été assez bien introduit, étant donné qu'on la voit en fait risquer la vie de ses camarades, en particulier au début de l'épisode, juste en fait pour une quête on va dire, de vengeance personnelle, étant donné qu'on a compris que voilà, son frère était mort un petit peu avant à cause de Sauron.
Et en fait, elle entraîne des elfes qui sont avec lui dans des conditions extrêmes, entre guillemets, et sans vraiment se soucier de leur bien-être ou de tout simplement du fait qu'ils puissent y passer. Et on voit vraiment que voilà, il y a la vengeance en fait dans les yeux de Galadriel, la peine qu'elle a en fait, est vraiment prend beaucoup de place dans son cœur, et du coup c'est ça qui fait que ce personnage a un côté un peu froid, un côté un peu dur. Et justement, là où beaucoup de personnes disaient ben, je ne comprends pas que le personnage de Galadriel puisse être une guerrière, puisse aller, voilà, puisse se battre, etc. Ben ça pourrait être une des choses qui montre qu'à l'époque, ben en fait, c'est pourquoi on la voit en armure, pourquoi c'est une guerrière, ben c'est parce que la mort de son frère, qui d'ailleurs au passage a été un petit peu, on va dire un petit peu rapide, on aurait aimé davantage voilà, d'images ou d'explications sur la mort de son frère. C'est ça qui l'a poussée à être un peu froide, à retrouver ce côté froid qu'on la connaît dans le Seigneur des Anneaux, et du coup à vouloir se battre, à aller de l'avant, etc. Et du coup, par ce côté-là, j'ai trouvé que le personnage de Galadriel était assez bien travaillé, on va dire, de ce point de vue-là. Concernant après le personnage de Elrond, personnellement, j'ai été un petit peu déçu. Parce que je ne trouve pas qu'il dégage le charisme qu'on attendait de lui. Alors après, c'est mon avis pour l'instant, peut-être qu'on sera agréablement surpris plus tard, mais pour l'instant, voilà, je trouve qu'il manque ce petit quelque chose où, voilà, où on avait un petit peu, quand on voyait Elrond, on se disait, voilà, c'est lui, quoi, c'est Elrond, il arrive. Là, c'est un peu léger, je trouve son personnage est un peu léger. Euh, Point positif peut-être, c'est que on retrouve déjà dans le personnage de Elrond une sorte de rôle, on va dire, de conseiller un peu placide, un peu reculé. Ça, c'est quand même une bonne chose, parce que dans ce cas de figure, on reconnaît quand même le personnage extrêmement sage de Elrond. Et d'ailleurs, on a, à partir de là, une complicité entre un personnage qu'on connaît déjà du Seigneur des Anneaux, qui n'est autre que Gil-galad, du coup, et le personnage d'Elrond, qui au final, voilà, sont, on va dire, assez complices, donnent pas mal de conseils, et ont l'air, on va dire, sur la même longueur d'onde pour essayer, alors non pas d'évincer Galadriel, mais voilà, de la reculer un petit peu de la Terre du Milieu, de la faire venir sur la Terre de Valinor, pour l'empêcher, entre guillemets, voilà, de mettre trop, on va dire, ses émotions au service des elfes pour retrouver Sauron. Un peu comme s'il l'écartait, entre guillemets, du danger et des affaires. Et c'est vrai que il y a aussi, entre guillemets, une petite ouverture vers la fin assez sympa concernant le personnage de Celebrimbor, du coup, qui, normalement, si je me trompe pas, est le personnage qui a contribué à créer, du coup, les anneaux de pouvoir. Donc, au final, quand on termine sur l'épisode, sur cette scène de l'épisode avec Celebrimbor qui arrive devant Elrond, je crois, ça introduit directement bah, le concept de la série qui s'appelle Les Seigneurs Anneaux, les Anneaux de pouvoir, et donc potentiellement le personnage qui va déclencher véritablement l'intrigue plus tard de la série. Donc ce petit clin d'œil entre guillemets avec ces personnages comme Gil-galad et Celebrimbor était vraiment assez sympa, je trouve. Et après pour le dernier gros personnage à évoquer, il s'agit de Arundir, qui au final pour ce personnage, personnellement je suis un petit peu mitigé. C'est-à-dire que je sens un gros potentiel dans ce personnage, que ce soit au niveau du jeu d'acteur ou du personnage en lui-même. Je sens vraiment un gros potentiel, mais j'ai peur que ce potentiel soit un petit peu gâché, si vous voulez, par cette relation amoureuse qui a l'air presque un peu forcée avec du coup une humaine, du coup. Et c'est vrai que voilà, on a vraiment l'impression que on nous le met sous le nez direct. C'est une relation amoureuse entre elfe et homme qui rappelle du coup Beren et Luthien. Mais on sent un peu le truc forcé dans le personnage et ça me plaît pas parce que on va dire ça, je sais pas, c'est quelque chose entre guillemets qui se ressent un peu comme si on voulait absolument nous le montrer sous le nez. Alors peut-être que ça sera extrêmement important pour l'intrigue plus tard, mais je sais pas, ça peut potentiellement gâcher le personnage de trop forcer, entre guillemets, de trop mettre en avant voilà, une relation homme-elfe qui, entre guillemets, est très caractéristique de la relation Beren-Luthien. Et en fait, ce personnage-là, il permet de rebondir directement sur la troisième partie dont je voulais parler, c'est-à-dire l'intrigue, littéralement, de la série. Parce que l'intrigue, entre guillemets, je trouve que pour ce premier épisode, elle est assez poussive. Voilà. On prend pas trop de risques. Elle est assez molle, assez lente. On va dire par rapport à Galadriel, ça va un petit peu plus vite entre guillemets. Mais globalement, l'intrigue, si vous voulez,
je trouve qu'elle est... l'idée est très intéressante, c'est-à-dire que l'idée de l'intrigue avec la marque de Sauron qui potentiellement pourrait annoncer son retour, que Galadriel cherche, etc. Donc cette idée de marque de Sauron, un peu comme un item magique qui au final est on va dire la pièce principale pour l'intrigue, et je trouve ça très intéressant. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu léger, entre guillemets, pour lancer l'intrigue, et comme justification pour que voilà, Sauron fasse son grand retour en Terre du Milieu. Je trouve ça un petit peu léger. Euh, Est-ce que c'est une facilité scénaristique? Je sais pas. En tout cas, bon, c'est compliqué de juger ça maintenant, étant donné qu'une intrigue se juge quand même sur beaucoup plus d'épisodes. Mais si il se base juste, entre guillemets, sur voilà, le fait qu'on retrouve voilà, une marque perdue dans une grotte, etc., ou à divers endroits, et que ça constitue, entre guillemets, le grand retour de Sauron, je suis pas sûr que niveau scénario, ça soit vraiment assez poussé. Voilà. Personnellement, c'est mon avis. Et au final, dans cette intrigue, du coup, qui aurait pu être intéressante avec la marque, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a un gros problème, entre guillemets, un gros problème dans cette intrigue avec cette marque, étant donné que Arundir, du coup, est censé surveiller une zone occupée par des humains. Je crois que ça fait peut-être 80 ans qu'il surveille cette même zone occupée par les humains, parce que de ce qu'on comprend, il y a une zone très précise où il existe, où il existe en tout cas, des partisans et des adorateurs de Melkor, de Morgoth, du coup. Donc il était obligé de surveiller cette zone pour voilà, vérifier qu'il n'y ait pas voilà, de problème, de retour du mal, etc. Et si vous voulez, je veux dire, le personnage de Arundir est censé surveiller cette zone depuis 80 ans, et au final on se rend compte que le gamin de la fille avec qui, voilà, avec qui il a une relation avec un autre, arrive à trouver un peu comme ça par hasard dans une maison un peu éloignée, juste en ouvrant une cave aux yeux de tous, un item littéralement avec la marque de Sauron. Là, pour moi, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que, je veux dire, je veux bien que, voilà, il soit seul à surveiller cette zone, que Arundir, au final, voilà, c'est assez vaste, il n'a pas forcément tout fouillé, mais il a quand même un petit effort. Je veux dire, à ce niveau-là, il aurait dû trouver cette marque, mais depuis très longtemps. Si deux gosses, entre guillemets, qui s'amusent à fouiller une maison, voilà, trouvent une pièce comme ça, après, peut-être que j'ai mal compris ou interprété la scène, c'est possible. Mais je veux dire, j'ai trouvé ça un peu facile scénaristiquement de faire cette histoire avec la vache qui voilà, n'arrive plus à donner de lait. Au final, les deux gamins qui vont dans une maison et trouvent limite sous le tapis, entre guillemets, enfin dans la cave, un item voilà, ancien de Sauron. J'ai trouvé ça un petit peu facile et je trouve ça pour le coup assez dommage à ce niveau-là. Donc, un petit peu déçu par l'intrigue, globalement, par rapport à cette marque, qui aurait pu être excellente, je trouve, mais beaucoup trop légère à mon sens. Enfin, pour la dernière partie dont je voulais parler, c'est tout ce qui concerne la réalisation de l'épisode. Donc, par réalisation, j'entends voilà, au tout début par rapport à la mise en scène. Parce qu'il faut savoir que cette série, je trouve que pour l'instant, dans ce premier épisode, il y a eu des passages vraiment très bien mis en scène, je trouve. Vraiment excellents. Je repense notamment à la scène du couronnement de Galadriel avec ses hommes qui sont partis voilà, trouver Sauron, la scène du couronnement avec Gil-galad, et vous savez cette scène où Gil-galad du coup lui met un coup de pression mais subtilement, c'est-à-dire il lui fait comprendre, on va dire, voilà, il lui fait comprendre grosso modo qu'il y a une sorte de défi un peu entre eux dans cette scène où vraiment ils se regardent, il lui dit des choses avec un ton un peu monocorde comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé cette scène, c'est presque comme si on avait la pression à sa place, parce que voilà, il lui fait bien comprendre qu'il la récompense, mais que derrière, il sait qu'elle a merdé, entre guillemets. Cette scène, j'ai trouvé vraiment super sympa. Ensuite, le passage en Valinor, donc avec le bateau, la terre des Valar, du coup, j'ai trouvé que c'était magnifique pour le coup. Les décors étaient incroyables, cette espèce de halo de lumière dans lequel il rentre pour rentrer dans la terre des Valar, j'ai trouvé vraiment que c'était hyper beau, hyper bien réalisé. Même si pour moi le changement d'avis de Galadriel, voilà, qu'elle allait sauter à l'eau pour revenir en terre du milieu, bon, ça se sentait à 100 km, hein, je veux dire, ça aurait pu être un peu mieux amené, vraiment on le sentait à 100 km qu'elle allait revenir, mais bon, ça c'est pas très grave entre guillemets.
Par contre, un des moments que j'ai adoré, c'est un moment mais vraiment hyper bien équilibré, et vraiment très rythmé, je trouve, où Galadriel rebrousse chemin, donc prend la mer, saute à la mer pour revenir en Terre du Milieu, et en même temps, le météore arrive, et on voit les feuilles en fait qui s'imprègnent d'un noir qui noircissent entre guillemets de l'intérieur, comme si un mâle venait d'apparaître en fait, qui coïncide du coup avec ce météore. Cette scène était vraiment, je trouve, assez prenante. Il y avait comme une sorte de pression assez sympa, et je l'ai trouvé vraiment très très cool à regarder. Ensuite, par rapport au visuel, faut dire ce qui est, la série est magnifique. Vraiment, c'est de toute beauté, que ce soit les costumes, les paysages. Vraiment, il y a des effets spéciaux absolument fous. Bon, après, le budget de la série est énorme, hein, c'est le plus gros budget qu'on ait jamais vu, mais en tout cas, faut dire ce qui est, la série est magnifique. Voilà, tout simplement. Même si, bien entendu, par rapport au prologue, on voulait voir un peu plus de choses de l'univers de Tolkien, comme Melkor, Ungoliant, etc. Par contre, concernant les combats, je commence à avoir très peur, parce que je crois que le seul vrai combat qu'on a vu, c'était le combat, rappelez-vous, avec Galadriel, voilà, qui, à un moment, je sais plus, elle saute sur l'épée d'un autre elfe, en fait, qui lui met en biais, elle saute dessus, il y a une sorte de presque de chorégraphie où elle se bat avec une créature dans une grotte. Et là, par contre, au niveau combat, j'ai trouvé ça un petit peu cringe, entre guillemets. Vraiment, si les combats vont être comme ça, là, par contre, ça me fait très peur à ce niveau-là. Parce que pour le coup, là, ça marchait pas. Vraiment, on ressentait pas de bataille, on ressentait pas d'impact des coups. Vraiment, pour moi, vraiment, j'avais l'impression de voir une chorégraphie, si vous voulez. Quand j'ai vu ce combat, j'ai regardé une chorégraphie, littéralement. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont se rattraper au niveau des futurs combats, mais en tout cas, là, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur pour la suite. C'était vraiment poussif, entre guillemets. La musique, par contre, était excellente, pour le coup. On retrouve, entre guillemets, pas forcément la même sonorité, on va dire, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, etc. Donc, musique excellente, pour le coup. Et la luminosité, j'étais très surpris parce que j'ai vraiment ressenti la même chose que quand je regardais Le Seigneur des Anneaux, à savoir, vous savez, cette espèce de luminosité assez sombre, entre guillemets, donc propre à l'univers un peu Tolkien, Moyen-Âge, etc. Donc luminosité un peu sombre, mais en même temps où on voit bien assez éclairé. Mais vraiment cette même luminosité que dans Le Seigneur des Anneaux, dans les 3 films, et ça m'a fait très plaisir, parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas changer de registre, si vous voulez. Et enfin, par rapport au prologue, du coup que j'ai trouvé vraiment très bien, mais un peu court, comme je pense beaucoup de personnes, avec pas assez de détails. Cependant, la voix off du prologue, je l'ai trouvée excellente parce que elle faisait vraiment penser à la voix off du prologue du Seigneur des Anneaux, un peu la même sonorité, cette même voix avec ce même timbre, qui en fait explique ce qui se passe, et vraiment, on était directement un peu plongé, voilà, dans la série. Donc pour le coup, la voix off du prologue était très bien. Conclusion du coup à cet épisode 1 du Seigneur des Anneaux, de la série Les Anneaux de Pouvoir. Pour moi, il y a un gros potentiel. Voilà, je le dis. Cette série, pour l'instant, le premier épisode, c'est pas une masterclass, faut dire ce qui est. C'est pas du nul à chier non plus, clairement. Je pense vraiment qu'il y a un gros potentiel dans cette série, mais vraiment à voir la tournure que ça va prendre. Vraiment faire attention aux incohérences. Parce que c'est malheureusement des choses où les fans vont pas rater la série, parce que beaucoup de personnes regardent aussi pour ça, connaissent du Tolkien et regardent pour ça. Et également que Elrond, voilà, il faut qu'il s'exprime davantage. J'espère que dans la série, il va peut-être prendre un peu plus en charisme, peut-être se révéler, c'est possible. C'est possible qu'on nous montre au début un Elrond un peu expérimenté et qui s'étoffe entre guillemets avec les épisodes. En tout cas, j'espère de tout cœur, parce que un peu déçu au niveau du personnage d'Elrond. Et vraiment, cette intrigue au niveau de la marque et cet aspect au niveau des combats, ça, pour moi, il faut pas le retravailler, mais il faut vraiment que ça s'étoffe, parce que l'intrigue, à mon sens, au niveau de la marque de Sauron, est insuffisante et trop légère, je trouve, trop pris à la rigolade. Et vraiment, au niveau des combats, là, par contre, j'espère vraiment que ça sera travaillé de manière à ce que ça soit réaliste et pas que ça soit juste une simple chorégraphie. Donc, grosso modo, gros potentiel, mais attention à toutes ces choses-là. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur cet épisode 1 de la série vous a plu.
L'épisode 2, du coup, arrivera potentiellement demain, enfin dans quelques jours en tout cas, sur cette chaîne. Donc, juste pour ne pas manquer cet épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou ce que vous pensez de cette critique. Dans tous les cas, vraiment, c'est hyper important pour soutenir la chaîne de vous abonner juste ici. Et je vous dis à très bientôt sur Zone 404 pour le prochain épisode. Salut!